Tu es presque sur le point de lancer l'entreprise. Tu es presque sur le point d'avoir cette conversation. Tu es presque sur le point de commencer la discipline. Tu es presque sur le point de passer l'appel. Tu es presque sur le point de faire le pas. Tu es presque sur le point de t'engager. Tu es presque sur le point de devenir la personne que tu imagines sans cesse dans tes moments de silence. Tu arrives juste au bord, assez près pour sentir le poids de la décision, assez près pour imaginer la nouvelle vie qui t'attend de l'autre côté, assez près pour savoir que quelque chose en toi réclame plus, puis quelque chose te retient. Pas toujours bruyamment. Pas toujours de manière dramatique. Parfois, ce n'est même pas de la panique. Parfois, c'est une voix calme, raisonnable, qui semble mature, prudente et responsable. Elle te dit que ce n'est pas encore le bon moment. Elle te dit que tu dois y réfléchir encore un peu. Elle te dit que les conditions ne sont pas encore parfaites. Elle te dit que tu devrais attendre d'avoir plus d'argent, plus de confiance, plus de connaissances, plus de soutien, plus de clarté, plus de paix. Et parce que cette voix semble intelligente, tu l'écoutes. Tu retardes. Tu repousses. Tu te dis que tu n'abandonnes pas. Tu attends seulement. Tu n'as pas peur. Tu es sage. Tu n'évites pas le pas. Tu te prépares pour le pas. Et lentement, sans même t'en rendre compte, attendre devient ton mode de vie. Le presque devient ton adresse. Tu ne vis pas dans l'échec, parce que tu n'as jamais vraiment essayé. Tu ne vis pas dans le succès, parce que tu n'as jamais vraiment avancé. Tu vis dans ce milieu douloureux, là où le rêve est assez vivant pour te hanter, mais pas assez actif pour te transformer. Et c'est l'un des endroits les plus dangereux où une personne peut vivre, parce que de l'extérieur, rien ne semble vraiment aller mal. Tu fonctionnes encore. Tu parles encore de l'avenir. Tu fais encore des plans. Tu dis encore un jour. Tu racontes encore aux gens ce que tu vas faire. Mais à l'intérieur, quelque chose s'affaiblit lentement. Chaque fois que tu es presque sur le point de faire la chose et que tu recules, ta foi en toi-même perd un peu de force. Chaque fois que tu te promets que cette fois, tu vas enfin commencer, puis que tu ne le fais pas, tes paroles deviennent plus légères. Tes intentions deviennent moins puissantes. Ton esprit commence à garder les preuves. Et même quand personne d'autre ne sait ce que tu n'as pas fait, toi, tu le sais. Ton esprit le sait. Ta confiance le sait. Ton avenir le sait. Le presque n'est pas inoffensif. Le presque a un prix. Il ne te prend pas tout d'un coup. Il te le prend progressivement. Il prend d'abord ton urgence. Ensuite, il prend ta confiance en toi. Ensuite, il prend ton courage. Ensuite, il prend la version de toi qui croyait encore que le changement était possible. Et la tragédie, ce n'est pas que tu aies échoué. La tragédie, c'est que tu puisses finir par devenir à l'aise avec le fait de ne jamais essayer. La plupart des gens ne reconnaissent pas ce schéma parce que le presque ne ressemble jamais vraiment à une décision. Il ressemble à une circonstance. Il ressemble au timing. Il ressemble à de la maturité. Il ressemble à un retard raisonnable. Tu te dis que l'argent n'est pas encore là. Que la saison n'est pas bonne. Que les gens autour de toi ne comprendront pas. Que tu dois prier davantage. Que tu dois apprendre davantage. Que tu dois planifier davantage. Que tu dois attendre une meilleure ouverture. Et parfois, ces choses sont réelles. Le timing compte. La préparation compte. La sagesse compte. Personne ne devrait vivre de manière imprudente et appeler cela de la foi. Personne ne devrait se jeter dans chaque idée sans en calculer le prix. Mais quand le même retard se répète encore et encore, quand le même rêve revient sans cesse et que tu trouves toujours une nouvelle raison de ne pas bouger, quand la même conversation appuie sur ton cœur et que tu continues à la repousser, quand la même discipline t'appelle par ton nom et que tu réponds toujours au demain, alors tu dois être assez honnête pour te demander si tu es encore en train d'être sage ou si la sagesse est devenue le masque que porte la peur. Parce que la peur est intelligente.
La peur se présente rarement comme de la peur. La peur sait que si elle arrive ouvertement, tu pourrais la défier. Alors elle s'habille avec un langage que tu respectes. Elle ressemble à de la stratégie. Elle ressemble à de la prudence. Elle ressemble à de l'humilité. Elle ressemble à de la responsabilité. Elle dit, ne commence pas tant que tu n'es pas sûr. Elle dit, ne parle pas tant que tu ne sais pas exactement comment ils vont réagir. Elle dit, ne t'engage pas tant que tu ne te sens pas complètement prêt. Mais la vérité, c'est que certains des moments les plus importants de ta vie ne viendront jamais avec une certitude totale. Certaines portes ne s'ouvriront pas tant que tu ne marcheras pas vers elles. Une partie de ta confiance n'apparaîtra pas tant que tu ne commenceras pas. Une partie de ta clarté ne viendra pas pendant que tu restes immobile. Tu attends de te sentir prêt, mais la préparation intérieure naît souvent dans l'action. Tu attends que la peur parte, mais la peur part souvent seulement lorsqu'elle comprend que tu avances quand même. Tu attends le timing parfait, mais le timing parfait est souvent quelque chose que tu crées par l'obéissance, la discipline et le mouvement. Le presque révèle toujours quelque chose. Il révèle que la chose compte. Tu n'es pas presque sur le point de faire des choses qui ne t'importent pas. Tu n'es pas presque sur le point de changer ta vie pour quelque chose d'insignifiant. Le presque s'attache aux endroits où ton avenir t'appelle. Il apparaît autour du rêve qui a du poids. Autour de la conversation qui pourrait te libérer. Autour de l'habitude qui pourrait te reconstruire. Autour de la décision qui pourrait te séparer de l'ancien cycle. Le presque est un signal. C'est ta vie qui te dit, fais attention ici. Quelque chose d'important se tient devant toi. Quelque chose de réel demande ta participation. Et parce que c'est réel, cela porte un risque. Voilà pourquoi ton esprit y résiste. L'esprit aime le confort plus que la possibilité. L'esprit aime la douleur familière plus que la liberté inconnue. L'esprit préfère continuer à souffrir d'une manière qu'il comprend plutôt que d'entrer dans une bénédiction qu'il ne peut pas contrôler. Voilà pourquoi certaines personnes restent dans des situations qu'elles ont dépassées. Voilà pourquoi certaines personnes restent dans des relations qui les vident, des emplois qui les réduisent, des habitudes qui les embarrassent, et des environnements qui les endorment. Ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas mieux. Très souvent, elles savent. Elles le savent depuis des années. Mais savoir n'est pas la même chose que bouger. La conscience n'est pas la transformation. Un rêve écrit n'est pas une vie changée. Un plan n'est pas un progrès tant qu'il ne commence pas à produire une action. Et c'est là que beaucoup de gens restent piégés. Ils confondent penser avec changer. Ils confondent planifier avec construire. Ils confondent parler avec devenir. Ils continuent à tourner autour de la même montagne avec des mots différents, des excuses différentes, des moments émotionnels différents, mais le même résultat. Ils restent presque. Et le danger de rester dans le presque, c'est que cela t'entraîne lentement à vivre en dessous de ton propre appel. Cela t'apprend à négocier avec la partie de toi qui était destinée à s'élever. Cela t'apprend à faire la paix avec une obéissance inachevée. Cela t'apprend à devenir éloquent au sujet de rêves que tu ne poursuis pas réellement. Tu peux devenir très bon pour décrire la vie que tu ne vis pas. Tu peux devenir très convaincant quand tu expliques pourquoi tu n'as pas commencé. Tu peux sembler profond, sage, même spirituel, tout en étant encore coincé au même endroit. Mais les explications profondes ne remplacent pas le mouvement. Une belle raison de retarder reste un retard. Une excuse sophistiquée reste une excuse. Et à un moment donné, tu dois arrêter de te demander si tes raisons semblent valables et commencer à te demander si elles produisent du fruit. Parce qu'une raison qui te garde bloqué pendant 5 ans n'est peut-être plus de la sagesse. C'est peut-être une prison avec un beau vocabulaire. Il existe une version de toi qui t'attend de l'autre côté du passage à l'action. Pas de l'autre côté de la perfection. Pas de l'autre côté des applaudissements. Pas de l'autre côté du moment où tout le monde te comprendra. De l'autre côté du passage à l'action. Cette version de toi n'apparaît pas parce que la vie devient facile. Elle apparaît parce que tu arrêtes enfin de t'abandonner au bord du chemin.
Tu arrêtes de t'approcher puis de faire demi-tour. Tu arrêtes de faire des promesses que ton comportement refuse d'honorer. Tu arrêtes d'attendre que tes émotions soient d'accord avec ton avenir avant d'avancer vers lui. Et quand tu fais cela, quelque chose en toi commence à se reconstruire. La première fois que tu vas jusqu'au bout, cela ne semblera peut-être pas dramatique. Ce sera peut-être un appel. Une page écrite. Une conversation honnête. Une séance d'entraînement. Une candidature. Une limite posée. Une heure de travail concentré. Une décision que tu gardes quand personne ne regarde. Mais cet acte devient une preuve. L'épreuve compte. La motivation peut disparaître. L'émotion peut changer. L'inspiration peut s'éteindre. Mais la preuve a du poids. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu crées la preuve que tu n'es pas seulement une personne avec des intentions. Tu es une personne en mouvement. Et plus tu construis de preuves, plus il devient difficile pour l'ancienne histoire de te dominer. L'ancienne histoire dit, tu ne finis jamais. La preuve dit, mais j'ai fait ceci. L'ancienne histoire dit, tu abandonnes toujours. La preuve dit, mais je me suis présenté aujourd'hui. L'ancienne histoire dit, tu n'es pas discipliné. La preuve dit, mais j'ai gardé mon engagement. C'est ainsi que l'identité change. Pas à travers un seul discours émotionnel. Pas à travers un seul plan parfait. L'identité change à travers des preuves répétées. La boucle de recherche est l'une des prisons les plus trompeuses du monde. Elle semble productive. Elle paraît intelligente. Tu lis davantage. Tu regardes davantage. Tu étudies davantage. Tu poses plus de questions. Tu analyses chaque résultat possible. Tu prends des notes. Tu crées des plans. Tu compares des stratégies. Tu te convaincs que tu te prépares. Et parfois, c'est vrai. Mais parfois, la préparation est devenue une cachette. Parfois, tu ne cherches pas de l'information. Tu cherches la permission de retarder. Tu cherches une certitude que personne ne peut te donner. Tu essaies d'enlever tout risque avant d'agir, et c'est impossible. La vie ne te donnera pas un chemin sans risque vers un avenir qui a du sens. Chaque pas important exigera quelque chose de toi avant de te récompenser. L'entreprise peut échouer. La conversation peut être inconfortable. La discipline peut révéler à quel point tes habitudes étaient faibles. L'engagement peut t'obliger à changer ton emploi du temps, tes relations, ton confort, tes excuses. Et parce que tout cela est vrai, la recherche semble plus sûre. La recherche te permet de rester connecté au rêve sans être jugé par les résultats. Tant que tu te prépares, personne ne peut dire que l'entreprise a échoué, parce qu'il n'y a pas encore d'entreprise. Personne ne peut rejeter le livre, parce qu'il n'y a pas encore de livre. Personne ne peut mal réagir à la conversation, parce que la conversation n'a pas encore eu lieu. La préparation te protège du retour de la réalité. Mais elle te protège aussi de la croissance. Et si tu restes trop longtemps là-dedans, tu ne deviens pas plus prêt. Tu deviens plus effrayé. Plus tu penses à quelque chose sans le faire, plus cette chose devient grande dans ton imagination. Le rêve développe des dents. Le premier pas devient une montagne. La conversation devient une guerre. L'entreprise devient un empire impossible que tu dois comprendre avant même de commencer. Ton esprit ajoute des détails, des complications, des menaces, des opinions, des échecs, des jugements et des coups. Pendant ce temps, la chose réelle reste beaucoup plus petite que la chose imaginée. Le vrai premier pas pourrait être simple. Envoyer le message. Passer l'appel. Enregistrer le nom. Écrire la première page. Économiser le premier montant. Te réveiller à l'heure que tu as fixée. Présenter des excuses. Postuler. Commencer. Mais parce que tu as vécu si longtemps avec la version imaginée, le simple pas semble terrifiant. Voilà pourquoi l'action corrige. L'action ramène la réalité dans la pièce.
L'action interrompt le fantasme. L'action te montre ce qui est réellement difficile et ce qui n'était difficile que dans ta tête. L'action t'enseigne plus vite que la pensée sans fin. Tu n'apprends pas le courage en imaginant le courage. Tu apprends le courage en faisant quelque chose pendant que tes mains tremblent encore. Et c'est ici que beaucoup de gens comprennent mal la confiance. Ils pensent que la confiance est le sentiment qui vient avant l'action. Alors ils l'attendent. Ils disent, quand je me sentirai confiant, je commencerai. Mais la confiance est souvent la récompense de l'action, pas la condition nécessaire pour agir. Tu agis petit avant de te sentir fort. Tu te présentes nerveux avant de te sentir capable. Tu commences imparfaitement avant de te sentir professionnel. Tu obéis avant de te sentir qualifié. Et à travers le processus, la confiance commence à se former. Pas la fausse confiance qui parle fort. La vraie confiance. Celle qui vient du fait d'avoir survécu à ta propre peur. Celle qui dit, j'ai déjà fait des choses difficiles, et je peux aussi faire celle-ci. Cette confiance ne peut pas être téléchargée. Elle ne peut pas être empruntée. Elle ne peut pas être gagnée en regardant d'autres personnes vivre avec audace. Elle doit être gagnée par ton propre mouvement. Mais il existe une autre couche sous le presque. Beaucoup de gens n'ont pas simplement peur d'échouer. Ils ont peur de découvrir. Ils ont peur de recevoir de vraies informations sur eux-mêmes. Tant que le rêve reste intact, il peut rester parfait. Tant que l'entreprise n'est qu'une idée, tu peux l'imaginer réussir. Tant que le livre n'est pas écrit, tu peux l'imaginer puissant. Tant que la conversation est évitée, tu peux imaginer le résultat. Tant que la discipline est repoussée, tu peux t'imaginer devenir constant un jour. Mais au moment où tu agis, l'imagination rencontre la réalité. Tu découvres si tu peux gérer le rejet. Tu découvres si ton idée a de la force. Tu découvres si tes habitudes sont aussi sérieuses que tes paroles. Tu découvres si ton désir est assez fort pour survivre à l'inconfort. Et ce genre de vérité peut faire peur. Pas parce qu'elle est toujours mauvaise, mais parce qu'elle est réelle. Beaucoup de gens préfèrent le confort d'une identité non testée. Ils préfèrent croire qu'ils auraient pu être grands plutôt que de risquer de découvrir ce que la grandeur exigerait d'eux. Mais comprends ceci clairement, un rêve non testé peut protéger ton ego, mais il ne peut pas changer ta vie. À un moment donné, tu dois choisir la vérité plutôt que le fantasme. Tu dois choisir le retour réel plutôt que l'imagination. Tu dois choisir l'éducation douloureuse de l'action plutôt que l'ignorance confortable du presque. Il y a aussi un danger spirituel dans le presque. Parce que plus tu retardes ce que tu sais devoir faire, plus il devient facile d'appeler ce retard de la paix. Tu peux te convaincre que parce que tu ne paniques pas, tu es guidé. Mais la paix n'est pas toujours l'absence de pression. Parfois, la paix est cette connaissance profonde que tu obéis, même lorsque tes émotions tremblent. Parfois, le bon pas ne semble pas calme au début, parce qu'il confronte la partie de toi qui s'est cachée. Parfois, la porte que Dieu te demande de franchir va défier ton confort, ton orgueil, ta peur des gens et ton besoin de contrôle. Si tu interprètes chaque inconfort comme un avertissement d'arrêter, tu peux t'éloigner de la chose même qui était destinée à te faire grandir. Le discernement n'est pas la même chose que la peur. La sagesse n'est pas la même chose que l'évitement. Attendre n'est pas toujours de l'obéissance. Parfois, attendre est de la désobéissance déguisée en patience. Et c'est pourquoi tu dois apprendre à examiner honnêtement tes schémas. Pas avec honte, mais avec vérité. La honte dit, tu es inutile parce que tu as retardé. La vérité dit, tu as retardé assez longtemps, et maintenant il est temps d'avancer. La honte attaque ton identité. La vérité t'appelle à la responsabilité. La honte te fait te cacher encore. La vérité te fait te lever. Tu n'as pas besoin de te détester pour agir. Tu as besoin de devenir assez honnête pour que tes excuses perdent leur pouvoir. Assieds-toi avec ton presque. Regarde la chose que tu es presque toujours sur le point de faire. Ne l'explique pas immédiatement.
Ne la décore pas avec des raisons. Demande-toi, depuis combien de temps suis-je presque sur le point de faire cela? Qu'est-ce que ce retard m'a déjà coûté? Que ai-je peur qu'il arrive si j'agis enfin? Que ai-je peur de découvrir sur moi-même? Quelle preuve suis-je en train d'attendre, alors que l'action elle-même pourrait la produire? Ces questions sont inconfortables parce qu'elles enlèvent les cachettes. Mais l'inconfort n'est pas ton ennemi. Parfois, l'inconfort est la porte qui te ramène à ta propre vie. Le temps change quand tu vis trop longtemps dans le presque. Les jours commencent à ressembler à une salle d'attente. Tu te réveilles, tu fais ce qui est nécessaire, tu gères tes responsabilités, tu réponds aux messages, tu paies les factures, tu fais défiler ton téléphone, tu parles, tu dors, tu recommences. Rien ne s'effondre de manière dramatique. Mais rien d'important n'avance. Tu n'es pas forcément malheureux, mais tu n'es pas vivant de la manière dont tu sais que tu pourrais l'être. Il y a une agitation silencieuse sous tout. Tu ris, mais quelque chose reste non résolu. Tu travailles, mais quelque chose en toi reste inutilisé. Tu te reposes, mais quelque chose t'appelle. Tu continues à dire que la vie commencera quand les conditions changeront, mais les conditions continuent de changer et toi, tu restes le même. C'est ainsi que les années disparaissent. Pas toujours à travers une catastrophe. Parfois à travers le retard. Parfois à travers un report raisonnable. Parfois à travers 1000 petits actes d'abandon de soi qui semblaient inoffensifs sur le moment. Et puis un jour, le rêve qui semblait autrefois urgent commence à sembler lointain. Non pas parce qu'il est mort naturellement, mais parce que tu l'as affamé. La version de toi qui semblait autrefois possible commence à ressembler à quelqu'un que tu connaissais autrefois. Tu y penses encore parfois. Tu ressens encore une petite douleur quand tu vois quelqu'un d'autre faire ce que tu avais imaginé. Tu dis encore, je voulais faire ça. Mais maintenant, cette phrase porte du chagrin au lieu du feu. Voilà ce que fait le presque quand on le laisse vieillir. Il transforme l'appel en nostalgie. Il transforme la possibilité en regret. Il transforme je peux en j'aurais pu. Et c'est un échange douloureux. Mais voici la bonne nouvelle. Un schéma n'est pas une prison tant que tu refuses de le laisser sans interruption. Le fait que tu aies retardé ne signifie pas que tu dois continuer à retarder. Le fait que tu sois presque devenu ne signifie pas que tu ne peux pas devenir. Un seul acte réel peut commencer à briser le cycle. Pas un acte parfait. Pas un acte dramatique. Un acte réel. Quelque chose de précis. Quelque chose de mesurable. Quelque chose fait aujourd'hui. Pas un jour. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est le seul endroit où la transformation peut réellement te toucher. Demain est utile pour planifier, mais dangereux pour éviter. Un jour est le langage préféré du presque. Aujourd'hui est le langage du changement. Tu dois diminuer le drame autour du commencement. Beaucoup de gens ne commencent jamais parce qu'ils transforment le premier pas en verdict final. Ils pensent que s'ils commencent, ils doivent réussir rapidement. Ils pensent que s'ils publient, tout le monde doit approuver. Ils pensent que s'ils parlent, la conversation doit se dérouler parfaitement. Ils pensent que s'ils lancent l'entreprise, elle doit immédiatement paraître professionnelle. Ils pensent que s'ils s'engagent dans la discipline, ils ne doivent jamais manquer un seul jour. Cette pression est irréaliste, et elle garde les gens figés. Le premier pas n'est pas tout le voyage. Le premier pas n'est que le premier pas. Son rôle n'est pas de prouver que tu es un maître. Son rôle est de te faire passer de l'imagination à la réalité. Commence mal si tu le dois, mais commence honnêtement. Une mauvaise première page peut être corrigée. Une mauvaise première vidéo peut s'améliorer. Une première conversation maladroite peut quand même ouvrir une porte. Une petite première vente peut enseigner quelque chose. Une séance d'entraînement faible peut commencer à reconstruire ton corps. Mais ce qui n'est jamais fait ne peut pas être amélioré. Tu ne peux pas perfectionner ce qui n'existe pas. Tu dois aussi arrêter d'adorer les conditions parfaites.
Les conditions parfaites sont séduisantes parce qu'elles te permettent de repousser la responsabilité. Tu dis, quand j'aurai plus d'argent, je commencerai. Mais la personne qui ne peut pas commencer petit avec peu a souvent du mal à gérer davantage quand cela arrive. Tu dis, quand j'aurai plus de temps, je construirai la discipline. Mais la discipline ne se construit pas avec du temps en plus. La discipline se construit avec la priorité. Tu dis, quand j'aurai moins peur, j'aurai la conversation. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est choisir la vérité pendant que la peur est présente. Tu dis, quand les gens me soutiendront, j'avancerai. Mais parfois, le soutien vient après que les gens ont vu ton sérieux, pas avant. Arrête d'exiger que la vie devienne facile avant que tu deviennes fidèle. Certaines choses deviendront plus faciles seulement après que tu seras devenu fidèle. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond qui se produit lorsque tu commences à aller jusqu'au bout. Tu commences à reconstruire la confiance envers toi-même. C'est l'une des formes de guérison les plus puissantes. Beaucoup de gens parlent de confiance, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de confiance en eux-mêmes. La confiance dit, je peux faire cela. La confiance en soi dit, je ne m'abandonnerai pas quand cela deviendra difficile. La confiance peut être bruyante. La confiance en soi est stable. La confiance peut apparaître en un instant. La confiance en soi se construit par la constance. Quand tu dis que tu vas te réveiller et que tu te réveilles, la confiance en toi grandit. Quand tu dis que tu vas économiser et que tu économises, la confiance en toi grandit. Quand tu dis que tu vas arrêter d'entretenir ce qui te détruit et que tu arrêtes réellement, la confiance en toi grandit. Quand tu dis que tu vas commencer et que tu commences, la confiance en toi grandit. Et à mesure que la confiance en toi grandit, ton avenir devient plus crédible. Tu n'as plus besoin de te motiver constamment avec de grands discours, parce que ton historique commence à parler. Tu as la preuve que ta parole compte. Tu as la preuve que tu peux compter sur toi-même. Cette preuve devient une fondation. Mais grandir ne consiste pas seulement à commencer. Grandir exige aussi de partir. Et c'est la partie à laquelle beaucoup de gens ne sont pas préparés. Il y a un prix à payer pour devenir une meilleure personne, un prix que personne ne met en avant. Les gens parlent des bénéfices, la discipline, la confiance, la paix, le but, de meilleures relations, de meilleures opportunités, une pensée plus claire, une foi plus forte, plus d'argent, plus d'impact. Mais ils ne parlent pas toujours des pertes. Une vraie croissance te coûtera des choses. Pas seulement de mauvaises choses. Parfois, elle te coûtera des choses que tu aimais. Une version de toi-même qui te semblait familière. Une amitié qui avait autrefois du sens. Une routine qui te réconfortait. Un environnement qui ressemblait à la maison. Une manière de faire face qui te protégeait quand tu étais plus jeune. Une réputation que tu avais construite autour du fait d'être facile à vivre, disponible, agréable, silencieux, inoffensif. La croissance est une addition, oui, mais la croissance est aussi une soustraction. Pour chaque nouveau standard que tu acceptes, une ancienne tolérance doit mourir. Pour chaque nouvelle identité dans laquelle tu entres, une ancienne identité doit être libérée. Pour chaque nouveau niveau que tu atteins, il y a un adieu au niveau que tu quittes. Cet adieu peut ressembler à un deuil. Et ce deuil peut te confondre si tu ne le comprends pas. Tu peux penser, si ce changement est juste, pourquoi est-ce que ça fait mal? Tu peux penser, si je suis en train de grandir, pourquoi est-ce que je me sens triste? Tu peux penser, si c'était nécessaire, pourquoi est-ce que ce que j'ai quitté me manque? Mais le fait que quelque chose te manque ne signifie pas que tu étais censé y retourner. Faire le deuil de quelque chose ne signifie pas que c'était meilleur. Cela signifie que c'était réel. Tu peux faire le deuil d'une ancienne vie et savoir quand même que tu ne peux pas y retourner. Tu peux regretter une vieille amitié et comprendre quand même que la saison a changé. Tu peux ressentir de la tendresse envers une ancienne version de toi-même et refuser quand même de vivre encore comme cette personne. Le deuil n'est pas toujours un avertissement. Parfois,
le deuil est simplement le son de la transition. C'est le cœur qui s'adapte au prix du devenir. Tout ce que tu laisses derrière toi n'était pas mauvais. C'est important. Certaines personnes ont besoin de transformer tout ce qu'elles quittent en méchant pour se sentir justifiées d'avancer. Mais une croissance mature n'exige pas la haine. Parfois, tu quittes quelque chose parce que c'était nuisible. Mais parfois, tu quittes quelque chose parce que ce n'était plus suffisant. Parfois, le travail était bon, mais trop petit pour ton appel. Parfois, l'amitié était belle, mais construite autour d'une version de toi qui n'existe plus. Parfois, la ville, la routine, l'environnement, l'identité, la zone de confort t'ont vraiment servi. Ils t'ont aidé à survivre. Ils t'ont donné un abri. Ils t'ont donné un sentiment d'appartenance. Mais maintenant, ils ne peuvent plus porter là où tu vas. Et tu dois apprendre à dire « merci, mais je ne peux pas rester ». Ce n'est pas une trahison. C'est une graduation. Un manteau qui t'allait parfaitement autrefois n'est pas mauvais parce que tu l'as dépassé. Mais si tu continues à le porter alors que la croissance l'a rendu trop petit, il va te serrer. Il va limiter tes mouvements. Il va te rendre inconfortable. Il va te faire ressentir de la rancœur envers la chose même que tu appréciais autrefois. Beaucoup de gens sont en colère contre des choses qu'ils auraient simplement dû dépasser. Ils restent trop longtemps par loyauté, puis appellent l'endroit toxique parce qu'il est devenu douloureux. Parfois, il est devenu douloureux parce qu'il était temps de partir. Rester au-delà d'une saison peut transformer une bénédiction en fardeau. Et l'une des compétences les plus difficiles dans la vie est de savoir quand quelque chose a terminé sa mission. Les amitiés révèlent souvent cela. Une amitié peut être réelle sans être permanente. Certaines personnes étaient connectées à ta saison de survie, pas à ta saison de construction. Certaines personnes étaient parfaites pour celui que tu étais, mais pas alignées avec celui que tu deviens. Cela ne fait pas d'elles des ennemis. Cela ne te rend pas supérieur. Cela signifie simplement que la direction compte. Quand deux personnes commencent à marcher dans des directions différentes, la distance n'est pas toujours un conflit. Parfois, la distance est une question de géométrie. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas pouvoir l'emmener dans le prochain chapitre. Tu peux honorer ce qui a été et accepter quand même ce qui est. Tu peux ressentir de la tristesse sans forcer une proximité qui n'a plus de vérité. Le deuil de ses pertes propres est difficile parce qu'il n'y a pas de méchant. Personne n'a trahi personne. Personne n'a fait quelque chose de dramatique. Le lien n'a simplement pas pu s'étirer jusque dans la nouvelle saison. Et parce qu'il n'y a pas de méchant, le cœur continue à chercher quelqu'un à blâmer. Mais certaines pertes ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des réalités à honorer. Tu feras aussi le deuil d'anciens mécanismes de défense. L'armure que tu as construite n'était pas un hasard. L'humour, le silence, le fait de plaire aux autres, la suranalyse, l'indépendance, la distance émotionnelle, le besoin de tout contrôler, l'habitude de rester occupé, la capacité à agir comme si rien ne te touchait, beaucoup de ces choses étaient autrefois des formes de protection. Elles t'ont aidé à survivre dans des environnements où la vulnérabilité n'était pas sûre. Elles t'ont aidé à gérer la déception, le rejet, la pression, l'instabilité ou la douleur. Alors quand la croissance te demande de les déposer, ne méprise pas l'ancienne version de toi qui en avait besoin. Cette version essayait de te garder en vie. Mais ce qui t'a gardé en vie dans une saison peut te garder prisonnier dans une autre. Une armure te protège au combat, mais elle devient lourde quand vient le moment d'embrasser. Un mur protège une maison, mais s'il n'y a pas de porte, il devient une prison. Grandir signifie souvent remercier tes défenses pour leur service, puis refuser de les laisser gouverner ton avenir. C'est ici que l'identité doit mourir. Toute grande transformation exige la mort d'une ancienne identité. Pas seulement une amélioration. Une mort. L'ancienne histoire sur qui tu es doit prendre fin. L'histoire qui dit « Je ne suis simplement pas discipliné ». L'histoire qui dit « Je ne termine jamais ». L'histoire qui dit « Je ne suis pas le genre de personne qui prend des risques ».
L'histoire qui dit « Je suis toujours ignoré ». L'histoire qui dit « Je suis trop abîmé ». L'histoire qui dit « Je suis trop vieux ». L'histoire qui dit « Il est trop tard pour moi ». L'histoire qui dit « Les gens comme moi ne construisent pas ce genre de vie ». Ces histoires peuvent ressembler à des faits parce que tu as vécu à l'intérieur d'elles pendant si longtemps. Mais une histoire répétée pendant des années reste une histoire. Et si elle ne produit pas la vie, elle doit être défiée. La mort d'une identité peut sembler terrifiante parce que l'identité te donne un sentiment de familiarité. Même une identité douloureuse peut sembler sûre si elle est familière. Si tu as toujours été celui qui commence presque, commencer pleinement peut ressembler à une perte de toi-même. Si tu as toujours été celui qui maintient la paix, parler honnêtement peut te donner l'impression de devenir dur. Si tu as toujours été la personne fiable qui n'a jamais besoin d'aide, recevoir du soutien peut ressembler à de la faiblesse. Si tu as toujours été la personne drôle qui cache sa douleur, être sérieux peut sembler inconfortable. L'ancienne identité a des relations attachées à elle. Les gens savent comment traiter cette version de toi. Ils savent à quoi s'attendre. Ils savent ce que tu tolères habituellement. Quand tu changes, leur relation avec toi doit aussi changer. Certains s'adapteront. Certains célébreront. Certains résisteront. Certains t'accuseront d'agir différemment, sans comprendre qu'agir différemment est précisément le but. Tu ne peux pas devenir nouveau tout en restant complètement pratique pour tous ceux qui profitaient de l'ancien toi. La période entre les deux est la plus difficile. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement installé dans celui que tu deviens. Les anciennes habitudes semblent vides, mais les nouvelles habitudes semblent maladroites. Les anciennes relations semblent tendues, mais les nouvelles connexions ne sont pas encore construites. Les anciens environnements semblent trop petits, mais le nouveau lieu n'est pas encore familier. Tu peux te sentir seul, instable, même ridicule. C'est ici que beaucoup de gens font demi-tour. Pas parce que l'ancienne vie était meilleure, mais parce que la transition semble trop incertaine. Mais ne confonds pas l'incertitude avec l'échec. Ne confonds pas la solitude avec une mauvaise direction. Ne confonds pas l'inconfort avec un signe de recul. Parfois, le pont entre celui que tu étais et celui que tu deviens ne ressemble tout simplement pas à une maison. Il n'est pas censé l'être. C'est un passage. Continue à marcher. Le deuil, quand tu apprends à l'écouter, devient une boussole. Il pointe vers ce qui compte. Tu pleures profondément là où tu as profondément valorisé. Tu fais le deuil du rêve abandonné parce que la créativité comptait. Tu fais le deuil du lien perdu parce que l'intimité comptait. Tu fais le deuil des années perdues parce que le but comptait. Tu fais le deuil de la version de toi que tu as laissée derrière parce que cette version portait des souvenirs, des efforts, de la survie et de l'innocence. Au lieu de traiter le deuil seulement comme une douleur à fuir, demande-toi ce qu'il révèle. Que me dit cette douleur sur ce que je valorise? Que me montre cette perte sur ce que je dois protéger dans la vie que je construis maintenant? Que ai-je ignoré trop longtemps? Quelle partie de moi mourait de faim pendant que j'étais occupé à maintenir la vie que tout le monde comprenait? Le deuil peut te rendre honnête d'une manière que le confort ne pourra jamais faire. Mais beaucoup de gens précipitent le deuil. Ils se distraient. Ils restent occupés. Ils prétendent aller bien. Ils appellent cela de la force. Mais un deuil non traité ne disparaît pas. Il se cache sous l'irritabilité, l'engourdissement, la rancœur, la distraction, la comparaison et une tristesse silencieuse. Il s'infiltre dans les décisions. Il te fait accrocher à des choses qui ressemblent à ce que tu as perdu. Il te fait craindre les nouveaux commencements parce que les anciennes fins font encore mal. S'asseoir avec le deuil n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. C'est ainsi que tu apprends de ce qui s'est passé au lieu d'être simplement façonné par cela inconsciemment. Quand tu t'assois honnêtement avec le deuil, il peut devenir un enseignant. Quand tu le refuses, il devient souvent une ombre. Il arrive un moment où tu dois arrêter de porter tes pertes seulement comme des blessures et commencer à les porter comme de la sagesse.
Une blessure dit, cela m'a pris quelque chose. La sagesse dit, cela m'a enseigné quelque chose que je peux maintenant utiliser. L'événement peut être le même, mais la relation change. Tu as toujours perdu ce que tu as perdu. Tu ressens toujours ce que tu ressens. Mais la perte ne fait plus que te vider. Elle t'informe. Elle t'approfondit. Elle donne du poids à ta voix. Elle donne de la texture à ta compassion. Elle donne de la clarté à tes décisions. Les personnes qui portent la douleur comme sagesse sont différentes. Elles ne sont pas superficielles. Elles ne sont pas facilement impressionnées par le bruit. Elles ne parlent pas seulement à partir de la théorie. Elles ont assez vécu pour savoir ce qui compte. Elles ont assez payé pour reconnaître la valeur. Elles ont assez perdu pour arrêter de jouer avec le temps. Et cela nous ramène au presque. Parce qu'une fois que tu comprends le prix du retard, le prix de la croissance, le deuil du changement et la sagesse cachée dans la perte, tu commences à voir la vie différemment. Tu arrêtes de demander un chemin qui ne coûte rien. Tu arrêtes d'attendre que la transformation soit confortable. Tu arrêtes de penser que la peur signifie qu'il faut s'arrêter. Tu arrêtes de penser que le deuil signifie qu'il faut revenir en arrière. Tu arrêtes de penser que la préparation peut remplacer l'obéissance. Tu arrêtes de penser que l'identité peut changer sans mort. Tu arrêtes de penser que le temps t'attendra pour toujours. Tu commences à comprendre que chaque vie a un prix. Rester le même a un prix. Grandir a un prix. Éviter la conversation a un prix. Avoir la conversation a un prix. Commencer a un prix. Attendre a un prix. La question n'est pas de savoir si tu vas payer. Tu paieras dans tous les cas. La question est de savoir quel prix mène à la vie. Le prix du presque, c'est le regret. Le prix de l'action, c'est l'inconfort. Choisis l'inconfort. Le prix du presque, c'est la méfiance envers toi-même. Le prix du passage à l'action, c'est la discipline. Choisis la discipline. Le prix du presque, c'est le fantasme. Le prix du commencement, c'est le retour de la réalité. Choisis ce retour. Le prix du presque, c'est une vie qui semble sûre mais qui paraît inachevée. Le prix de la croissance, c'est de perdre ce qui ne te va plus. Choisis la croissance. Parce qu'un jour, l'avenir que tu continues à repousser deviendra soit ta vie, soit ton chagrin. Et tu décides lequel il deviendra par ce que tu fais aujourd'hui. Alors passe l'appel. Commence l'entreprise petitement. Écris la première page. Aie la conversation. Commence la discipline. Engage-toi. Dis la vérité. Crée le plan, puis agis dessus. Arrête d'attendre que la peur disparaisse. Arrête d'attendre que tout le monde comprenne. Arrête d'attendre l'humeur parfaite. Arrête d'attendre qu'une version magique de toi-même arrive pour faire la chose difficile à ta place. Cette version se construit en faisant la chose difficile maintenant. Tu ne deviens pas courageux puis tu bouges. Tu bouges, et le courage commence à grandir. Tu ne deviens pas discipliné puis tu t'engages. Tu t'engages, et la discipline commence à se former. Tu ne deviens pas prêt puis tu commences. Tu commences, et la préparation intérieure commence à te rejoindre sur la route. Et quand ça fait mal, ne suppose pas que tu as tort. Quand tu fais le deuil, ne suppose pas que tu dois retourner en arrière. Quand l'ancienne version de toi t'appelle par ton nom, ne romantise pas la prison simplement parce qu'elle était familière. Remercie ce qui t'a servi. Libère ce qui te limite. Porte la leçon. Continue d'avancer. Ta vie ne te demande pas la perfection. Elle te demande la participation. Ton avenir ne te demande pas de tout savoir. Il te demande d'arrêter d'abandonner le premier pas. Tu as vécu assez longtemps dans le presque. Tu as attendu assez longtemps au bord. La porte ne s'ouvrira peut-être pas tant que tu ne la toucheras pas. Le chemin n'apparaîtra peut-être pas tant que tu ne feras pas le pas. La confiance ne viendra peut-être pas tant que tu n'agiras pas.
Mais si tu agis, quelque chose changera. Peut-être pas tout d'un coup. Peut-être pas bruyamment. Peut-être pas d'une manière que tout le monde pourra voir immédiatement. Mais quelque chose en toi saura. Tu as franchi la ligne. Tu as arrêté de négocier avec la peur. Tu as arrêté de laisser ta vie rester une théorie. Et à partir de ce moment, même si le voyage est difficile, tu n'es plus presque. Tu es en train de devenir.